Rebonsoir à tous. Eh bien, j'ai des nouvelles de Monsieur Nicolet. Figurez-vous qu'il va être père de famille. Il a été appelé en urgence à la maternité. Alors, on ne peut pas espérer plus belle nouvelle pour lui. Pour nous, on va être obligé de faire avec. Je vais quand même préparer. J'avais préparé avec Monsieur de Nicolet l'objet de son intervention. Donc, je vais essayer de pallier son absence. Mais on ne va pas lui faire, bien sûr, aucun reproche et lui souhaiter d'être papa très vite. Voilà, c'est la nouvelle en direct. Je n'avais pas vu que j'avais un SMS sur mon téléphone pendant que je le cherchais et que je l'appelais. Bien, alors, nous sommes heureux néanmoins, et d'autant plus, d'accueillir Monsieur Lionel Chêne, qui est le DSI de la Poste Courrier, pas moins. La Poste Courrier, vous me confirmerez, c'est le plus gros morceau de la Poste. C'est un des 3 piliers, c'est le plus gros. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Les près, 2 autres étant... donc on a une partie bancaire, donc la Poste vous connaissez bien, donc la banque, et le on colis. a une partie réseau, sachant que le réseau des bureaux de poste que vous connaissez, on a aussi une branche numérique, et donc la branche que je représente, c'est donc la branche service courrier et colis. Donc c'est tous vos colis, c'est tous vos courriers, et c'est tous les nouveaux services que vos facteurs apportent tous les jours donc à vos domiciles. Donc je pense que vous avez vu un certain nombre de publicités, style veiller sur mes parents. Donc on veille maintenant aussi sur vos parents, et vos facteurs viennent voir régulièrement vos parents et vous donnent des informations grâce à leur téléphone en mobilité. Bien, alors justement, je reviens sur la thématique, je le disais en introduction de tout à l'heure, avant la précédente table ronde. Donc là, nous sommes sur l'IoT, la dimension objet connecté, et surtout la supervision, l'administration à distance des équipements. Il y a la télérelève, mais il y a surtout, ce qui préoccupe plus, c'est la mise à jour, comment on peut interagir avec ces objets, comme on le fait avec les smartphones. On va revenir là-dessus. Alors, je vais faire comme si M. de Nicolet était là. Alors, je ne sais pas, c'est un drôle de jeu, mais ça m'est déjà arrivé. Ercogener, c'était une société qui existe depuis 35 ans. Et il devait nous parler de connexion M2M, de déploiement massif. Donc, je renvoie à ce qu'ils font, puisque je me dois de compléter en son absence. Ils ont une expertise donc sur les déploiements à gros volume, on va dire, notamment vers les véhicules, avec la géolocalisation. Ils sont capables d'intervenir très finement sur les parcs automobiles, sur par exemple les équipements de freinage. Éventuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils anticipent maintenant, grâce à une forme d'intelligence artificielle, au machine learning, ils sont capables d'anticiper sur les pannes éventuelles des véhicules grâce à des modèles qu'ils ont mis au point, la modélisation, qui permet d'anticiper donc les passages en réparation au garage. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. On avait quand même préparé. L'avenir, me disait-il, c'est effectivement de la maintenance intelligente de façon préventive. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont capables d'intervenir au niveau de la sécurité. Et là, je n'ai pas détaillé, je n'ai pas noté tout ce qu'il m'avait expliqué, mais Ercogener est capable également de, là encore, faire de la prévention sur, par exemple, aussi la localisation de certaines zones à risque, éventuellement pour le véhicule. Les détections d'effractions sur le véhicule lui-même, lorsqu'il est, par exemple, en stationnement, de nuit. Ils ont mis au point tout un ensemble de données qui sont capables non seulement de récupérer, mais d'analyser pour détecter qu'il y a une anomalie. Voilà. Excusez-moi de résumer, voilà pour l'essentiel ce que propose typiquement un industriel français. Ercogener, je crois qu'ils sont dans l'ouest de la France, mais je ne m'avancerai pas plus. Je crois que c'est en Bretagne, c'est toujours l'ouest. Et ils existent depuis 35 ans. Voilà. Bien. Mais revenons à notre cher Poste, que nous utilisons quotidiennement, dont les services sont irremplaçables. Et donc, la partie courrier, vous me disiez en préparant, c'est quelque chose comme 114 000 mobiles, c'est bien ça, j'ai bien noté? Tout à fait, on a une flotte de terminaux mobiles. On a une particularité, c'est qu'on a choisi, vous connaissez le Bring Your Own Device.
En fait, notre stratégie nous a été le Give Your Own Device, c'est-à-dire que globalement, on a donné à tous nos facteurs, donc on en a 75 000 tous les matins opérationnels, et comme il y a des vacataires supplémentaires, c'est pour ça qu'on explique les 114 000, puis on a des encadrants. En fait, on leur a donné un téléphone, qui est leur téléphone personnel, ce qu'on appelle un Factéo, donc là, le téléphone du facteur. Et en fait, on leur a donné un téléphone, on leur a donné un forfait, bien sûr, data et téléphonie. Par contre, avec un usage donc pro, perso. Donc les gros intérêts pour nous, c'est qu'effectivement, quand c'est votre téléphone, vraiment vous en prenez soin. Donc on a beaucoup moins de problématiques de casse que ce qu'on avait dans des téléphones industriels. Il y a des aspects coûts aussi qui sont importants. Et il y a aussi des aspects transformation. Je peux vous dire que quand vous avez certains facteurs qui ont effectivement une moyenne d'âge, l'aspect digital native, on va dire, c'était pas le point fort. Quand vous leur donnez un terminal, je dirais, à usage pro-perso, on va dire qu'il y a tout un écosystème qui se met en œuvre. Leurs enfants les aident à appréhender un peu mieux ces usages-là. Donc on a plein d'avantages à cette stratégie-là. Et donc aujourd'hui, on est très content de cette stratégie-là et on continue clairement dans cette gestion de flotte mobile avec un usage pro-perso. Il est vrai, je bien à l'esprit que la Poste fournit d'ailleurs des prestations de mobile. Vous êtes MVNO, comment on peut dire? Donc vous connaissez le métier, j'allais dire. Tout à fait. Donc, même si l'usage qu'on fait, c'est vraiment un usage entreprise, la Poste Mobile est un NVNO et vous pouvez acheter effectivement aujourd'hui un certain nombre de téléphones et de forfaits mobiles dans nos bureaux de poste. Par contre, là, effectivement, nous, c'est vraiment une flotte entreprise, parce que globalement, ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est qu'un facteur ne sait plus faire son boulot du matin, aujourd'hui, sans son téléphone. C'est vraiment quelque chose qui est devenu essentiel à la réalisation de ses services et ses missions, puisque tous les matins, il reçoit l'ensemble des missions qu'il a réalisées sur son téléphone, et ça va être encore plus vrai encore demain, où nos facteurs partent donc de ce qu'on appelle de zones, je dirais, où ils ont déjà des sacoches toutes préparées, et c'est leur téléphone qui leur dit voilà ce qu'ils ont à faire, dans quel ordre et à quel endroit. En fait, on est dans une solution où Factéo, hormis que la solution permet de faire des missions spécifiques, par exemple, je vous donne un exemple, vos facteurs prennent des photos des trous dans la route si la commune nous a demandé de relever tous les nids de poules sur la zone correspondante. Ah oui, ça fait partie des services Tout à additionnels. fait. Dans les nouveaux services, on a des services qui sont forcément totalement digitales. Vous avez votre facteur qui vous remet un catalogue et qui vous lit un petit message publicitaire associé avec ce catalogue. Il le fait grâce à son Martéo. Il relève des compteurs, des compteurs de gaz, des compteurs, etc. Donc il le fait totalement avec son téléphone. Donc voilà, bien sûr, quand il flash votre colis, quand vous signez sur le téléphone de votre facteur, quand on vous remet un colis, donc globalement, c'est toutes ces opérations-là, il peut les faire qu'avec son téléphone. Donc on signe, vous signez. Donc quand vous recevez un colis avec signature, vous signez sur le téléphone du facteur. Donc voilà, avec votre doigt. Globalement, tous ces usages-là sont maintenant essentiels et ne peuvent être opérés qu'avec le Factéo de chaque facteur. Alors le sujet qui nous intéresse plus précisément, c'est comment je peux manager de tels parcs. Alors tout à fait, Comment ça a évolué? on va dire qu'on a commencé avec un MDM classique, on utilisait le MDM de Google, on avait un store d'entreprise qu'on appelle, qui était à Palooza, donc globalement, mais en fait on avait de plus en plus de problématiques, c'est qu'au départ on a commencé avec une grosse application, voilà, on mettait tout dans l'application du facteur. Bon, après on a commencé à mettre un portail parce qu'on avait besoin de plus d'apps, et pour vous donner un ordre d'idée, on arrive maintenant bientôt avec une quinzaine d'apps. Et on va continuer d'aller de plus en plus parce qu'en fait, on a intérêt à rendre les applications le plus modulaires possible. Je vous donne un exemple, sachant qu'on intègre des applications pour des comptes de tiers. C'est-à-dire que, en clair, pour certains clients nous demandent de faire des prestations très particulières qui nécessitent d'utiliser l'application du client pour le faire. Il y a des problématiques de remontée de données confidentielles sur lesquelles nous, on ne souhaite absolument pas avoir ces données-là et on utilise des apps qui peuvent remonter ces données-là. Donc, en fait, on a de plus en plus d'applications et on avait une problématique de synchroniser parce qu'on a des flottes maintenant qui commencent à avoir plusieurs versions d'Android. On avait une vraie problématique de synchroniser toutes ces applications-là et de s'assurer que notre facteur avait la dizaine d'applications, sachant que pour lui, on fait des parcours où le facteur ne s'aperçoit pas qu'il passe d'une application à une autre.
Si vous voulez, il y a des launchers qui fait que dans un contexte de données, il est dans un point de distribution, ça appelle, quand il a un colis, ça appelle une application pour faire du colis. Quand il collecte de la data, ça appelle une application pour faire de la collecte de data. Donc lui, il voit rien, si vous voulez, c'est dans l'usage. Mais nous, on appelle des apps qui s'appellent les unes entre les autres. Et on était obligé d'avoir des problématiques de synchronisation de plusieurs versions. Vous avez la version 1 de telle apps qui doit appeler la version 43 de l'apps correspondant. Et on avait des problématiques de synchronisation et de mode push de nos applications. Donc on a été obligé de gérer et de faire évoluer notre MDM. Donc globalement, aujourd'hui on est en train de passer sur un MDM qui s'appelle AirWatch de VMware, donc sur lequel on pousse maintenant toutes les apps en mode poussé et synchronisé vers nos 75 000 facteurs et nos 114 000 autres devices. Donc voilà, et on arrive à mieux gérer ces éléments-là qu'on ne le faisait avant. Donc c'est un vrai changement pour nous. Vous arrivez à le faire par vague de plusieurs milliers? Tout à fait. Là, actuellement, on vient de passer, parce qu'on renouvelle régulièrement notre parc. Actuellement, pour vous donner une idée, avant ce qu'on appelle la peak période, avant le Black Friday, les grandes périodes où vous allez acheter tous sur Internet, nous, on a beaucoup de choses à faire pour préparer cette période-là, qui est vraiment une période de pic d'activité. Là, en l'occurrence, on déploie des séries. Donc, en ce moment, on déploie des Samsung J5. On en déploie 20 000. En moins d'un mois et demi, on va déployer 20 000 téléphones qu'on va totalement packager, personnaliser en fonction du facteur. Donc, il rentre son identifiant et ça lui télécharge toutes les applications dont il a besoin. Parce qu'en fait, en fonction de qui vous êtes, vous avez 15 applications, 10 applications. L'idée, c'est vraiment de personnaliser donc, les usages et donc les applications que vous avez à gérer. Et donc, on a du MDM qui est géré à l'identification de chaque personne. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, pour vous donner une idée, on est en train d'en déployer 20 000 et on fait des vagues de 20 000 à peu près à chaque fois. Donc là, il y a en très peu de temps. Alors vous êtes monté de 6, 7 à une quinzaine, voire une vingtaine d'applications, mobile apps. Là-dedans, ce sont toutes des applications, enfin, est-ce qu'il y a des applications, on va dire, métiers que vous avez co-développées, ou est-ce que c'est des apps, bon, c'est un autre sujet, mais c'est quand même intéressant de savoir quelles sont celles qui sont de type open source, peut-être, que vous avez adoptées, ou celles que vous avez développées ou co-développées? Alors, on utilise beaucoup de composants, donc on a une stratégie, beaucoup d'usage de l'open source. Donc, par contre, on est donc Android en termes de technologie principale sur nos applications, puisqu'on n'a que des flottes Android. Donc là-dessus, on a beaucoup d'applications métiers, donc qui sont nos cœurs de métier. Je vais vous donner juste l'application qu'on est en train de déployer là, qui est en pilote. C'est vraiment une application qu'on appelle le parcours ordonnancé lanceur de mission. Ça s'appelle Palm. Et en fait, si vous voulez, c'est une application qui permet d'ordonnancer toutes les missions. Il faut que vous voyez qu'un facteur, si vous voulez, a des missions de plus en plus diverses. Avant, il distribue des lettres, il distribue des colis, maintenant il distribue des petits paquets, il fait des services, je vous dis, on en a 80 types de services à la personne. Donc il va prendre des missions qui durent, quand il fait une mission par exemple, aller chez une personne âgée, donc veiller sur mes parents, c'est une mission qui va durer 5 à 10 minutes, si vous voulez. Remettre une lettre, c'est quelques secondes. Donc nous, on calcule l'ordonnancement de toutes ces missions-là, et on calcule ses temps de trajet, position par position. Et en fait, si vous voulez, on a des algorithmes qui affectent dynamiquement les missions. Donc on a à peu près, aujourd'hui, c'est 80 millions de missions, donc on va traiter à terme. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et en fait, il y a 24 millions d'adresses en France. Et donc tous les jours, on auto-affecte de façon algorithmique les 80 millions de missions sur les 24 millions de points de distribution. Et tout ça, c'est téléchargé dans le téléphone. Donc aujourd'hui, c'était avant que le facteur parte. Et maintenant, ça va être y compris en temps réel, puisqu'on va pouvoir lui demander de collecter. Il est peut-être parti depuis 3 missions, donc dans les versions qu'on prépare. Il y a une collecte qui va tomber, vous demandez de collecter à 3 adresses de là où il est. Hop, il va directement pouvoir rentrer cette mission complémentaire à terme dans nos systèmes. Donc voilà. Donc on est vraiment en train de passer dans des applications qui étaient donc natives, mais qui sont maintenant en train de communiquer de façon temps réel, donc avec nos systèmes d'information et nos algorithmes de prédiction et d'affectation de missions en temps réel. Et tout cela est un système très centralisé, ou est-ce que vous avez 2 niveaux? Parce que ça m'intéresse de savoir. Tout à fait. Donc en fait, on a un système très centralisé qui est en temps réel, donc avec des technologies temps réel qui traitent plusieurs dizaines de milliers d'événements secondes. Donc pour vous donner une idée, donc dans ce qu'on est en train de développer et en train de déployer. Et après, il y a effectivement l'intelligence du téléphone, donc avec de la synchronisation. Donc aujourd'hui, c'était fait par des échanges d'API, et demain, on va utiliser des technologies de synchronisation téléphone. On
prépare des arrivées de nouveaux composants, style Firebase de Google, où en fait on synchronise l'ensemble des téléphones avec une vision centralisée et décentralisée de nos équipements. Bien. Est-ce que au niveau du MDM, justement, AirWatch, vous êtes en train de le tester ou c'est déjà les 20 000 dont vous avez parlé, ça va être la première fois que vous allez le faire là? On a mis au point, je dirais, ce changement de MDM donc à l'été, donc globalement, et donc là on déploie les 20 000 avec AirWatch, et donc on aura fini le déploiement de la totalité de notre flotte donc l'année prochaine. Je suppose que AirWatch avait déjà des références où vous étiez. Oui, mais en fait, il faut savoir qu'avec notre flotte de 114 000 téléphones entreprises à usage pro-perso, en fait, on est presque quelque chose d'atypique, presque au niveau mondial. Hein. Donc, globalement, il y a assez peu d'entreprises qui ont autant de flottes, donc administrée, gérée de la façon dont on la gère. Donc voilà, donc on est un cas un petit peu particulier. Chaque fois qu'on présente nos éléments, on nous regarde avec des fois un œil. Nos amis allemands, par exemple, Bundespost, en fait, non qui est allié, d'ailleurs, un grand transporteur. Il y a beaucoup d'opérateurs ou du moins d'autres postes qui utilisent plutôt des flottes professionnelles. Hein. Donc, d'ailleurs, on l'utilise aussi dans d'autres métiers. Hein. Une de nos autres filiales, Chronopost, utilise des terminaux plutôt durcis, même si maintenant ils viennent de les basculer sur Android. Donc, on utilise d'autres types de terminaux. Nous, on est la particularité vraiment d'avoir fait ce choix très en amont, un peu audacieux, on va dire, d'avoir des flottes pro-perso. C'est-à-dire que c'est des matériels vraiment grand public qu'on sécurise, hein, donc, avec différents composants, donc, mais qui sont dans un cadre d'usage pro-perso. Bien. Donc sur AirWatch, vous n'êtes pas particulièrement inquiet, apparemment, ça... Vous avez déjà fait des tests? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a Juliette Baudry qui est dans mes équipes, voilà. on va dire que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc vraiment, parce qu'on a des choses qui sont un peu des premières. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à faire. Hein, donc voilà, notamment sur l'aspect télécommunication, puisqu'on veut que nos téléphones puissent fonctionner avec n'importe quel type de réseau, ce qui nécessite d'encapsuler la sécurité avec des VPN dans chaque application. Donc, de façon à ce qu'on puisse utiliser n'importe quel Wi-Fi de façon sécurisée pour toutes nos applications pro. Donc, ça, c'est des choses qui sont encore devant nous. Alors, c'est tout naturellement la transition. C'était le sujet d'après, sécurité. Effectivement, il y a la sécurité. Bon, alors, déjà, moi, je commencerai. Vos terminaux, ils sont pro et perso. Tout à fait. Comment on gère ça? Donc ça, c'est un sujet un peu compliqué. Hein. Donc, l'idée, c'est bien de segmenter les deux éléments. Hein. C'est-à-dire que nos utilisateurs peuvent accéder au store... Google, hein, donc là, et en même temps ils accèdent à un store entreprise, donc ils ont bien deux stores, donc là avec deux niveaux de sécurité. Pour information, on a aussi donc des anti-malware pour s'assurer effectivement qu'ils n'instaleraient pas des applications perso qui corrompraient, gérer tout ou partie donc de la fonction. Et après, on doit gérer la sécurité au niveau de chaque apps, si vous voulez, donc à terme, donc on a des éléments. Et après, on a une apps particulière, ce qu'on appelle un token agent, qui assure du SSO sur la totalité de nos applications pro, donc qui assure la sécurité, donc avec un niveau assez important. SSO, c'est le single sign-on, c'est-à-dire on s'enregistre on s'authentifie une fois. Tout à fait. En fait, pour la journée. Comment fonctionne le système, c'est que l'utilisateur, donc avec des durées de vie, s'enregistre sur une des apps principales, qui est le token agent, donc, et qui lui permet de se signer. Et en fonction de ça, pour information, il va télécharger les applications dont il a besoin, donc automatiquement, donc dans ce qu'on appelle Factory Post. Et d'autre part, ça lui permet d'être authentifié, donc avec des durées de session, donc qui peuvent être de plusieurs jours dans certains cas, mais c'est vraiment géré au niveau d'un token, au niveau de notre device mobile. Si l'équipement est perdu, volé, ce qui est fréquent. Tout à fait, ça c'est du classique. Hein, donc aujourd'hui, donc les fonctionnalités de nos MDM, c'était déjà le cas de Google, c'était encore plus d'AirWatch, nous permet de gérer ces problématiques-là et de désenrôler donc à distance, d'effacer à distance bien évidemment la totalité des données qui sont portées sur nos téléphones, bien sûr. Est-ce que les syndicats se sont préoccupés de la cohabitation privée-publique, ou est-ce que c'est un débat ou... En fait, paradoxalement, assez peu. Donc, globalement, du moins, je dirais que l'usage a permis la transformation. Donc, globalement, les facteurs voyaient qu'ils avaient besoin, je dirais, de connectivité, avaient besoin donc de travailler en proximité, de rendre des services à nos clients. Donc voilà. Et le fait d'être équipé par son entreprise d'un matériel qu'ils allaient pouvoir utiliser a été un accélérateur très clair de la transformation et de l'adoption.
si vous voulez, comme je vous ai dit, c'est que certes, on a formé les utilisateurs, mais quand vous utilisez quelque chose au quotidien, c'est devenu quelque chose partie prenante de leur quotidien. Donc aujourd'hui, ça s'est plutôt très bien passé. C'est pas intrusif aussi. AirWash, justement, c'est donc aujourd'hui, la mise à jour, les mises à n'est jour. pas, du moins, il est clair, mais ça serait aujourd'hui, bien sûr, on s'interdit d'utiliser les données qui sont pour réaliser les services. Je dirais, on n'a pas besoin de ça pour manager, gérer nos équipes, si vous voulez. C'est pas du tout des outils faits pour ça. Donc on se l'interdit d'ailleurs d'utiliser les données. On croit beaucoup que dans un monde, je dirais, intelligent sur lequel la connectivité est essentielle, la qualité de l'usage des données et l'éthique avec laquelle on le fait est quelque chose de différenciant. C'est vrai au niveau de nos clients. Donc aujourd'hui, on est une entreprise qui a une charte data très poussée donc, au niveau de la Poste. Nous ne sommes pas un GAFA, nous ne conversons pas des données, et donc nous interdisons beaucoup de choses à faire sur les données, même si on a beaucoup de données sur gérer les Français. Aujourd'hui, ce n'est pas l'éthique de l'entreprise. Vous savez où je vais en vacances, je le sais. Donc voilà. Et on a ça, j'irais presque inculqué viscéralement dans notre culture d'entreprise. Le secret des correspondances, c'est quelque chose. Il y a des prestations de serment. Les facteurs prêtent serment sur le secret des correspondances, sur le secret de la vie privée. On a d'ailleurs étendu sur la partie charte data ce secret porté par nos facteurs. Il est bien évident qu'on le gère forcément donc, en respectant RGPD et en respectant surtout l'éthique de notre entreprise. Et je dirais que nos facteurs attendent forcément ça de l'entreprise, parce que c'est par nature des valeurs qu'eux-mêmes, représentent et portent. Donc c'est évident qu'on se doit d'être exemplaire sur le sujet. Alors revenons un petit peu sur la technologie, l'infrastructure. Vous nous avez parlé de VPN, c'est ça? C'est systématiquement une connexion, ouvre un VPN, il y a du chiffrement, c'est de l'IPsec équivalent. Aujourd'hui, en fait, on est on est à cheval entre plusieurs technologies. Aujourd'hui, pour être clair, donc dans nos établissements, on avait du Wi-Fi qu'on appelait le Wi-Fi Factéo, c'est-à-dire un Wi-Fi qui était sécurisé. Donc ça, c'est le cas encore dans tous nos établissements dans lesquels on a déployé du Wi-Fi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est un niveau de sécurité. Pour information, on a un niveau de sécurité particulier avec nos deux providers de téléphonie, c'est-à-dire que la mobilité, 3G, 4G, est elle-même sécurisée. Donc ça c'est un autre point. Et là, on va rajouter une troisième couche de sécurité, donc avec notre nouveau socle Factéo mPost, c'est qu'on va encrypter les données dans la partie applicative et les applications vont créer elles-mêmes des VPN. Donc, pour qu'on puisse utiliser n'importe quel type de réseau. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une sécurité où une grande partie de la sécurité était portée par le réseau, 3G, 4G. donc 3G, 4G ou nos propres Wi-Fi internes, donc globalement, à une sécurité dans laquelle, je dirais, les tunnels VPN sont encryptés et portés au sein même des applications, donc avec différentes logiques de clés d'encryptage, de façon à ce qu'on puisse utiliser. Par exemple, nos facteurs, demain, vont sans doute partir plus de petites localisations qui peuvent être placées dans un local qu'on va partager peut-être avec un commerçant. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de relais postes ou des petites mairies. Donc on va utiliser le Wi-Fi de la petite mairie pour remonter nos données. Donc là, c'est pour ça qu'il faut qu'on sécurise, gérer de façon intrinsèque, gérer la sécurité au niveau de nos applications. Donc on est en train de basculer dans ce mode-là. Très bien. On a évoqué effectivement les données personnelles. La mise en place du RGPD, alors c'est peut-être une parenthèse, est-ce que c'est un gros chantier chez vous? Oui, c'est un gros chantier, même si on a relativement peu de données à caractère personnel. Les principales données qu'on a sont liées à l'adresse, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est un chantier qu'on a déroulé avec les échéances de mai, et on a encore des choses en cours, comme beaucoup d'entreprises. Mais en fait, le sujet est lié, et on essaie bien de cloisonner nos données, notamment dans l'usage qu'on en fait, puisqu'on anonymise, on pseudonymise quasiment toutes nos données, en termes de caractère et d'analyse statistique. Donc voilà, et qu'on n'a que nos données opérationnelles, notamment pour gérer des réclamations. Donc quand vous gérez une réclamation, il faut bien qu'on vous connaisse. Donc voilà, et on a des durées de rétention qui sont vraiment assez courtes sur ces données-là. Je sais aussi qu'il y a une cellule innovation très intéressante, très dynamique à la Poste, pour les avoir fréquentés. Et ça est tentant aujourd'hui de faire du big data aussi sur ces données. Vous avez le droit. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est pas tout à fait le sujet, mais c'est quand même lié. Vous connaissez énormément de choses sur nous, en fait. Bien sûr, je blaguais sur les lieux de vacances, c'est vrai, je vous ai donné mon adresse.
quand je veux mon courrier qui me suivent, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses, que vous savez la famille, vous savez qui habite dans l'immeuble, les voisins, etc. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les données, les analyses qu'on fait sont principalement liées à l'optimisation de nos process industriels et de nos process de distribution. L'idée, c'est effectivement de connaître les points de distribution et de mieux orchestrer et organiser nos missions. Donc ça, on utilise les données, mais on les pseudonymise ou les anonymise et on les traite en masse, donc très clairement. Donc voilà. Après, on a des éléments d'interaction avec le mail. Donc on envoie et on partage un certain nombre de notifications. Il faut savoir que on vous dit de notification, c'est-à-dire qu'on vous annonce que votre colis va arriver demain. Donc on a des traitements effectivement qui utilisent vos adresses de email pour vous notifier. Mais en fait, on ne fait que ça que dans le cadre de nos services, dans l'usage de nos services. Est-ce que on n'a pas beaucoup parlé des extensions possibles, hein. Alors il y a le mobile, le facteur qui a de nouvelles missions, on l'a vu avec l'aide aux personnes, service à la personne, etc. Même la voirie, c'est vrai qu'effectivement j'en avais entendu parler, mais vous le dites, c'est officiel. Est-ce qu'on imagine alors l'interaction avec le véhicule, est-ce que puisque le facteur il a un vélo, vous allez me dire, mais la plupart ils ont des véhicules. Du moins, il a du vélo, donc on a beaucoup de vélos électriques encore, on a beaucoup de véhicules, on a la première flotte électrique au monde. Il faut savoir que la Poste, c'est le premier opérateur de véhicules électriques au monde, on le sait peu, donc voilà. Aujourd'hui, on a assez peu d'interactions donc avec les véhicules, donc on y travaille, donc avec certains, on travaille des choses, on prépare l'avenir. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'opérationnel pour récupérer, interagir sur nos données de véhicules. On a des matériels qu'on met sur nos véhicules. Par exemple, on a un service qui s'appelle Géoptis où on cartographie certaines routes, donc pour le compte d'opérateurs. Donc là, mais dans ce cas-là, on équipe nos véhicules de caméras, et on acquiert la data. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on a assez peu de. C'est quoi l'objet? J'ai pas compris. La vidéo là, c'est quoi? Donc l'objectif, c'est de cartographier les routes. C'est la cartographie que vous faites. Tout à fait. Donc en fait, Ah oui. pour des opérateurs de concurrence data, à l'IGN ou à tout Google fait, Street. sur certains sujets, donc on offre ces services-là. Vous avez fait une demande là-dessus, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Il y a une autorisation? Tout à fait. Donc on opère ces types de services-là, donc en fonction, notamment pour des problématiques de mairie, pour un certain nombre de sujets qui nous demandent, les collectivités territoriales nous demandent certains services. En sortant des GAFA, si on peut sortir des GAFA, c'est l'occasion. Exactement. Donc on est une alternative sur pas mal de services. Sachant que notre force, c'est quoi? On passe dans toutes les rues et routes de France tous les jours, du moins 6 jours sur 7, pour être plus précis. Et donc c'est quelque chose qui a pas mal de valeur, hein, qui a pas mal de proximité. Vous auriez et plus de finesse, par exemple les ruelles, les petites rues et les ruelles qu'on ne voit pas éventuellement. Bien sûr, on est des professionnels de l'adresse, hein, donc on connaît effectivement beaucoup sur les adresses. Donc voilà, pour information, on en partage beaucoup aussi en open data. Donc on a un intérêt à ce que l'adresse soit quelque chose de fiable et de partagé. Donc voilà, donc on alimente pas mal de portails et on a toutes les open data qu'on peut partager, donc sont partagées aujourd'hui, notamment sur la part politique. Je regardais la montre, il nous reste à peu près un petit quart d'heure, donc si vous avez des questions, on va pouvoir profiter. On se laissera 5-10 minutes, mais j'en ai encore quelques-unes. Moi, je voulais savoir aussi sur justement la connexion des objets, sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Alors, puisqu'on a parlé des véhicules, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se présentent? Quand on dit IoT, ça résonne quoi? En fait, IoT, pour nous, c'est plus en termes d'usage et d'orientation de service. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on collecte des colis, par exemple, au niveau des entreprises. Donc, on a une offre qui s'appelle de Colissimo, hein, qui est notre marque colis. Et en fait, aujourd'hui, on vous collecte vos Colissimo. Alors, dans votre boîte aux lettres, vous allez sur laposte.fr, hein, vous avez quelque chose à expédier. C'est plus la peine d'aller dans votre bureau de poste, hein. Vous allez en ligne, vous imprimez votre étiquette, vous le mettez sur votre colis, vous dites je veux que le facteur vienne me chercher le colis, il vient vous le chercher dans votre boîte aux lettres et vous l'expédie. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà largement positionnées et existantes. En fait, on a fait une version pour les entreprises. Vous êtes une entreprise, hein, vous expédiez 4-5 colis, peut-être 3 fois par semaine en fonction de ce que vous avez à faire. Et en fait, on vous met un bouton connecté qui arrive, hein, globalement. Vous connaissez, Amazon a fait le dash bouton, c'est-à-dire vous avez le bouton pour la lessive à côté de votre machine à laver. En fait, vous avez le bouton pour appeler le facteur. Et en fait, vous contractualisez un contrat de collecte, ce qu'on appelle on demand, à la demande, hein, globalement.
Et après, votre assistant courrier, hein, quand il a 3 colis, il appuie sur le bouton avant une heure donnée. Et du coup, le facteur vient collecter le jour où vous avez besoin. Donc voilà, donc ça c'est de l'IoT concret, hein, ça marche avec du Sigfox, etc. C'est un bouton connecté qui est connecté à ce qu'on appelle notre hub numérique. Donc voilà. Pour information, c'est pas ma partie directement, mais La Poste est très présent sur l'IoT. Hein, donc, puisqu'on fait, on est parti et on anime ce qu'on appelle French IoT. On est présent chaque année au CES, donc avec un certain nombre d'offres, avec ce qu'on appelle le hub numérique. Donc, le hub numérique, c'est une offre de la branche numérique. Donc, c'est pas directement mes équipes, mais je peux vous en dire 2 mots. Le hub numérique, hein, vous pouvez le télécharger d'ailleurs sur votre Android, hein, vous permet de gérer, d'orchestrer un certain nombre d'objets connectés dans votre maison. Donc c'est un hub qui vous permet de mettre votre montre connectée, etc. Alors quel est notre enjeu pour nous? Je vous ai évoqué qu'on se développe beaucoup dans les services à la personne. On croit beaucoup en la silver economy et on croit beaucoup qu'il y a de la valeur à ce que la Poste aide à ce que les personnes âgées restent le plus longtemps à domicile. C'est pour ça qu'on va les voir. Pour information, veiller sur mes parents, on les équipe d'un système de téléassistance, c'est-à-dire que globalement, ils ont un bouton. En cas de problématique, ils peuvent appuyer sur le bouton et ça déclenche un certain nombre de services de santé ou de secours, hein, donc en fonction du niveau d'urgence. Un service de la Poste. Tout à fait. Et on croit beaucoup demain à l'IoT que j'appelle invisible, c'est-à-dire que globalement, l'IoT, c'est quand même un truc assez compliqué. Les geeks, c'est bien, mais dans la pratique, ça nécessite de s'installer simplement pour que demain, ça rentre vraiment dans de ce que j'appelle du mass market. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de startups qui travaillent avec nous. Hein. Donc, je vous donne un exemple. On a un verre connecté qui, en fonction de si la personne âgée boit ou pas, on peut, notamment dans les aspects plans canicule, parce que c'est une offre qu'on déploie dans les plans canicule, les facteurs vont visiter donc un certain nombre de personnes à risque. On aura des interrupteurs, on a des pantoufles, on a des lunettes. En fait, l'idée, c'est d'avoir un hub numérique qui, en fonction des habitudes opérationnelles, fait que l'IoT devient transparent et qu'on détecte s'il y a des choses anormales. Et dans ce cas-là, le facteur va s'arrêter ou va faire une visite exceptionnelle en cas demain. Donc voilà, on prépare ces sujets-là pour demain. Ce n'est pas des choses qui sont encore aujourd'hui disponibles, mais on travaille avec beaucoup de startups en écosystème autour de notre hub numérique qui permet d'interconnecter, je dirais, différents environnements numériques et différents IoT. Donc autour, pour développer demain sans doute des offres à valeur ajoutée autour de la silver economy. Oui, on s'éloigne vraiment du métier du facteur qui vient déposer la lettre. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de mettre en place... Le métier de facteur, c'est un métier de service, si vous voulez. Donc, ce qu'on ne sait pas ou peu, je ne sais pas si vous savez, mais donc, par exemple, pour la TNT, dans le plan TNT, la plupart des boîtiers de TNT sur les personnes âgées, c'est les facteurs qui les ont déployés. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. C'était une activité, effectivement, je dirais, qui n'était pas le cœur en termes de volume. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on se développe de plus en plus parce que on s'aperçoit que dans le monde digital, il y a aussi besoin de proximité. Et donc la proximité, c'est un peu le pendant, je dirais, du digital. Hein. C'est-à-dire que dans des endroits où il y a de moins en moins, je dirais, d'acteurs qui sont à même de se déplacer tous les jours en proximité, on s'aperçoit que ça devient des missions à valeur ajoutée et que demandent nos clients. Et justement, je pensais effectivement le lien que vous avez de plus en plus étroit avec les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce qu'effectivement, quand il faut une triangulation, il y a des services de l'État, il y a des services du département éventuellement, mais la plupart du temps, pour les personnes âgées, c'est lié aussi à la collectivité, c'est-à-dire à la mairie, l'organisation sociale de la mairie. Bien sûr. Comment ça se passe? L'offre qu'on évoque, la veillée sur mes parents, opérée par les facteurs, en fait, c'est soit vous, aidant ou fils d'un acteur, d'un parent, vous prenez l'abonnement pour lui, soit en fait, dans certains cas, c'est certaines collectivités, hein, donc c'est une offre plutôt en B2C ou en B2B2C, où là, c'est la collectivité qui va dire, en plan canicule, j'ai un certain nombre de personnes à risque et je contracte auprès de la Poste pour aller directement vers... dans une relation contractuelle avec... Tout à fait. Je n'en avais entendu parler, mais vous le faites. D'accord. Donc les collectivités, mais c'est aussi demain sur la santé, on voit, et en tout cas on espère, hein, que les acteurs de santé, les mutuelles, etc., auront un intérêt à, je dirais, à veiller sur leurs adhérents et à demander de plus en plus de services en proximité. Et là aussi, grâce à des objets connectés, puisque bien sûr. Qui dit surveillance ne dit pas, on ne parle pas de flicage, mais d'alerte. Bien sûr. Que ce soit, on parle aussi des intempéries. Il y a des cas tout récents là en l'Aude,
Mais effectivement, l'IoT, pour vous, c'est des enjeux importants, quoi. Tout à fait. On pense que l'IoT n'est pas une finalité en soi, loin s'en faut, hein, mais on a besoin de services qui sont, je dirais, augmentés ou améliorés grâce à de l'IoT demain. Est-ce que le temps est venu de vous passer la parole? Et peut-être il est un peu dépassé d'ailleurs, on a encore 4-5 minutes. Est-ce que ça inspire quelques questions? Soyons pas timides. Oui. Bien sûr. On va vous passer un micro. Je vais faire le... Vous présenter vite. Bonjour Selma. J'avais une petite question. La 5G arrive à grands pas, c'est en 2020. Et avec le haut débit, avec tout ce qui ça arrive, enfin, l'IoT est au cœur de ce sujet. Comment le groupe La Poste se prépare? Comment côté IoT, quelles évolutions vous allez apporter? Quelle est votre stratégie par rapport à l'arrivée de la 5G? Alors, la 5G, comment nous on le voit en termes technologiques, mais un peu sans doute comme beaucoup d'entre vous, hein, donc on voit comme effectivement une capacité à avoir des très gros volumes, donc d'une part, et d'autre part d'avoir ce que j'appelle du temps réel. Donc vraiment c'est de l'ordre de la milliseconde, donc là où on avait un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, sur les usages qu'on présente ou qu'on pressent aujourd'hui, autant on voit bien les aspects volume, hein, pour vous dire clairement on a de plus en plus besoin de volume, même si aujourd'hui de la bonne 4G, et on commence à en avoir, ça commence à bien fonctionner, sachant qu'il faut juste savoir aussi que la Poste est présente dans tous les territoires, y compris dans les territoires très mal couverts. Donc ça c'est un vrai sujet, donc voilà. Donc nous, la 5G, comment on l'appréhende ou comment on y réfléchit, hein, donc c'est plus demain sans doute autour d'usages particuliers. Donc on croit beaucoup à des usages autour des véhicules autonomes. Par contre, nous, on n'obère pas ça dans les années 2020 ou 2021. Ça, on se pense qu'il y aura quelques grandes villes, quelques expérimentations, mais on est plutôt dans des échéances plutôt 2023 sur des usages où on aura des choses à peu près généralisées et sur lesquels je pense qu'un de nos usages potentiels à cette période-là, qu'on regarde plutôt aujourd'hui, qu'on anticipe plutôt aujourd'hui, c'est plutôt autour de sujets liés aux véhicules autonomes. Merci. Mais l'IoT aujourd'hui, je dirais que c'est presque le pendant. Nous, on utilise beaucoup plus de Sigfox ou de LoRa, hein, donc, ou des choses comme ça, que de 5G. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas cette problématique-là telle qu'on la voit, nous, dans les étapes. Par contre, le jour où il y aura vraiment beaucoup d'IoT, il est clair qu'il va falloir gérer cette multiplicité et la 5G sera aussi une réponse à cet axe-là. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on en est encore un peu loin. Mais qui dit haut débit dit aussi nouvelles applications. Est-ce que, j'imagine que par exemple les vidéos, l'image animée, il y a déjà des choses sur lesquelles vous avez des expérimentations? Aujourd'hui, on a, je vous donne juste à titre d'usage, hein, aujourd'hui pour former nos facteurs, c'est comme pour vous former vos personnes dans les entreprises, on les fait plus venir en salle de formation pour dire vous allez suivre le cours X ou Y. Et donc là, pour information, les facteurs, donc aujourd'hui, là, vous pouvez demander votre facteur, il a installé ce qu'on appelle le YouTube du facteur, c'est-à-dire que lui-même, quand il a un geste à faire, quand il doit expédier un objet, c'est un peu compliqué, il se filme lui-même. Et on a une communauté de facteurs qui se filment eux-mêmes avec leur téléphone, hein, qui postent la vidéo sur le YouTube du facteur pour dire « moi j'ai trouvé telle astuce pour faire ça mieux qu'avant, et de vous à moi, c'est mieux que n'importe quelle formation ». Puisque c'est un acteur directement qui est opérationnel, qui a fait lui-même sa vidéo pour expliquer comment il fait. Hein. On a Donnez un exemple? Oui, bien sûr. Il y a sur des gestes, je vous donne un exemple. Quand vous avez une lettre à réexpédier, si vous voulez, hein, donc pour information, donc votre facteur sait que vous n'êtes pas là et que vous avez une adresse de réexpédition. Il met un sticker sur votre lettre, parce qu'en fait, sur une lettre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des petites chronomarques, des petits codes barres fluo. Donc il faut qu'ils mettent une étiquette pour cacher le code barre fluo, sinon parce que votre lettre, elle va repartir en centre de tri, puis elle va revenir au même endroit parce que le code barre vous dit où est-ce qu'il faut qu'elle aille. Donc voilà. Et derrière, il remet le sticker avec votre adresse. Pour information, on est en train de faire évoluer toujours ce process-là. Mais certains oublient comment faire, ils ont oublié le process ou le geste. Donc là, pourtant, c'est un geste basique. Et du coup, plutôt que dire voilà la procédure 43 bis avec une fiche pas à pas pour le faire, bah, c'est plus simple de le faire avec une vidéo. Donc oui, vos facteurs ont des vidéos. Autre point, un facteur qui veut vous présenter Veiller sur mes parents, il a la vidéo faite par nos marketeurs, il peut vous montrer sur son téléphone
C'est pour ça qu'on augmente un peu la taille des écrans. Ils ont des Huawei P8 et là les Samsung J5. Il peut vous montrer la vidéo du produit. Et d'ailleurs, nos facteurs vendent des produits. Donc, il y a de très bons vendeurs parmi nos facteurs. Ce n'est pas le sujet. Ils ont plein de choses à faire. Donc là, mais ils le font. Et pour les aider, on les aide avec les fiches produits, avec les vidéos des produits. Ils ont tout ça dans leur téléphone au jour d'aujourd'hui. Demandez à votre facteur qui vous montre son Factéo. Dans le cas de services aide à la personne aussi, on peut imaginer, non? Bien sûr, un des services, je peux vous en parler des heures, mais un des services qu'on promeut et qui passe bien, c'est aujourd'hui une tablette qui s'appelle la tablette ardoise. En fait, les seniors ont du mal avec la mobilité et c'est une façon de les permettre d'évoluer. Donc on vend une tablette qui s'appelle ardoise, qui a spécialement été designée pour un usage senior, c'est-à-dire que vous avez des plus gros caractères, on va dire que c'est une surcouche par rapport à une tablette normale. Le facteur vient vous l'installer, il vous aide à, je dirais, à avoir les premiers pas donc, pour faire. Et ça recrée du lien social. Une personne âgée a du temps, elle dialogue avec ses petits-enfants en utilisant sa tablette ardoise, en envoyant des mails ou en faisant l'équivalent Ça, vous le faites. d'un WeChat. C'est pas du labo, ça, vous le faites. Ah non, aujourd'hui, allez dans votre bureau de poste et demandez une tablette ardoise. Faites-vous présenter par votre facteur la tablette ardoise avec la petite vidéo qui va vous présenter la tablette ardoise. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont... C'est plusieurs... Je n'ai pas le chiffre, là, je vais vous dire une bêtise, mais c'est plusieurs centaines de milliers de tablettes ardoises qu'on a déjà déployées. Donc là, il faut savoir qu'on déploie aussi des tablettes pour les collégiens. Donc là aussi, donc on sait déployer des flottes de matériel. Vous posez des smartphones, vous avez le service, ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr. Donc on déploie au niveau des collèges et lycéens un certain nombre de tablettes pour leurs collégiens. Donc c'est des choses qu'on sait faire aussi. Donc voilà. Et la vidéo, vous l'avez dit, par exemple, expliquez-nous là, pour la voirie, donc là c'est de la vidéo, c'est ça? En fait, pour la voirie, le facteur, il prend une photo. Il y a plusieurs services. Donc vidéo. on appelle ça des services de vigie. Donc ça s'appelle Vigifacteur. Donc on a des vigies sur lesquelles un certain nombre de, par exemple, les collectivités territoriales nous demandent de savoir où sont les encombrants. Plutôt qu'ils aient un employé de mairie qui fasse toutes les rues de leur mairie, donc toute la journée, nous on passe devant. Donc on peut dire attention, on a vu des encombrants à tel endroit, on prend une vidéo ou une photo géolocalisée. Vous le faites. Aujourd'hui, c'est déjà opérationnel, nos facteurs le font. Et donc, il fait une photo qui va être géolocalisée, donc, dans laquelle on va remonter ces ensembles de photos à la mairie, donc, qui vont pouvoir voir les encombrants et à quel endroit ils sont. Et donc ils peuvent faire leur tournée de collecte d'encombrants beaucoup plus écologiquement parlant qu'avant. Donc là aussi, vous avez contractualisé avec les collectivités? Bien sûr. C'est donnant-donnant, c'est des échanges, non? C'est des prestations? C'est des prestations. Donc les mairies nous demandent des prestations d'identification, de localisation des encombrants. Et les facteurs, comme on disait, les préposés, ils acceptent facilement qu'on rajoute des... C'est quand même pas évident de leur rajouter des missions. Comment vous allez gérer ça? C'est pour ça qu'on a absolument besoin de les aider. Et c'est pour ça que Factéo est en train de devenir l'assistant. Vous connaissez Alexa, l'assistant, vous lui parlez par la main, donc globalement, là, si vous voulez, le Factéo va lui dire au prochain point, il faut que tu fasses telle mission, il faut que tu prennes une photo, à tel endroit, tu fasses telle photo. Il y a des missions qui sont de nature spontanée, c'est-à-dire que quand on lui dit attention, aujourd'hui, sur ta tournée, tu dois vérifier les encombrants. C'est quelques secondes, cette mission. Donc là, en fait, c'est l'intelligence de son téléphone qui l'aide à réaliser toutes ces missions. Donc, en fonction de là où il est et de toutes les missions. En fonction de son parcours aussi, en fonction de ce qui est commandé par nos clients. Donc, en clair, si la mairie a dit aujourd'hui, il faut que sur ta tournée, tu vérifies les encombrants, il reçoit le matin dans son Factéo disant aujourd'hui, il faut que je regarde et j'ai réalisé un certain nombre de missions. Donc, il faut qu'il fasse des collectes, il faut qu'il livre des colis, il faut qu'il livre des lettres, il faut qu'il dise bonjour à un aîné, il faut qu'il prenne des photos quand il y a des chantiers. C'est bien vécu par les facteurs. Bien sûr. Globalement. En fait, les facteurs ont bien compris qu'il y avait de moins en moins de courriers. Donc, globalement, ils voient leur sacoche qui diminue. Donc voilà, ils voient bien que l'enjeu de leur métier est touché par la digitalisation. Ils voient qu'il y a plein d'opportunités, ils voient qu'ils peuvent apporter du service. C'est des choses que faisait déjà le facteur. Il a toujours rendu des services, il a apporté des médicaments, il a apporté des fois la baguette de pain donc à certains... Le virement aussi. Il faisait de la collecte, il amenait de l'argent, etc. Donc il est un acteur de service, ils ont cette culture du service. Et oui, c'est des nouveaux services. Oui, il faut qu'ils soient aidés digitalement pour le faire. C'est ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Mais oui, c'est bien la transformation dans laquelle on est.
On nous fait signe. J'avais encore une autre, c'était la météo, parce que c'est l'actualité, mais j'imagine aussi que la facture pourrait être très utile pour prévenir d'incidents météo. Mais ça sera peut-être pour une autre fois, un autre projet. Merci beaucoup, Monsieur Chêne, Lionel Chêne. Je rappelle que vous êtes DSI de la Poste, branche courrier, principale activité de la Poste. Donc un grand merci. Je crois qu'on peut vous applaudir de nous avoir donné autant de détails de précision.